Et grand réformateur, il a réussi à contrecarrer les convoitises occidentales tout en ayant sauvegardé la dignité souveraine du royaume pendant son règne, faisant de son pays l'un des derniers bastions libres d'Orient et d'Occident musulman. Sa grandeur royale dans l'histoire du Maroc est assurément aux côtés de Moulay Ismaïl Ben Cherif, écrit Farid Bahri qui lui dédie un ouvrage. Sans relâche, il ne lâche rien. Économie, finance, armée, religion, culture. Il passe personnellement la moindre affaire du royaume au peigne fin. Chaque vizir, chaque caïd, chaque amine, chaque muhtasib du royaume lui rend compte. Cet esprit, celui de l'effort de faire d'un sultan exceptionnel, que le Maroc reste à flot sans sombrer dans le maelstrom de la colonisation. Il s'agit bien entendu du sultan Moulay Hassan Ier. Né à Fès en 1836, il est le fils du sultan Sidi Mohammed ben Abdelrahman et de Lalla Safia bint Maïmoun ben Mohammed ben Abdallah. Durant le mois de septembre de l'année 1873, pendant qu'il se trouvait en expédition au sein des Haha, révoltés alors contre leur gouverneur Mohamed Oubihi, il apprend la nouvelle du décès de son père à Marrakech. Dès lors, il est proclamé sultan, ayant été préparé au gouvernement et désigné du vivant de son père comme successeur. Moulay Hassan Ier, alors âgé de 37 ans, reçoit sur place le serment d'allégeance des Haha, puis des populations de la ville de Marrakech, où il se rend le 20 septembre, suivi de délégations de tribus à travers le royaume. Ensuite, il quitte Marrakech pour Fès, où tonnait le soulèvement des tanneurs. Il s'agit d'un important mouvement de gronde sociale qui réclame la justice fiscale et s'oppose aux moukous, taxes et droits des marchés instaurés par son père au lendemain de la guerre de Tétouan avec l'Espagne. La révolte est dirigée par les tanneurs qui ont profité de ce moment de transition pour faire pression sur la mine des Oumana, Mohamed Ben Madani Ben Nis, nécessitant l'intervention du sultan face à ce grand mouvement de dissidence urbaine moins connu dans la littérature historique que les révoltes tribales. Il faut dire que le Maroc subissait de plein fouet les conséquences de la guerre de Tétouan, commencée sous forme d'escarmouches entre les membres de la tribu Anjra, bordant la ville occupée de Sbta, et des milices espagnoles à la fin du règne de son grand-père Moulay Abdelrahman. Le dialogue entre les belligérants avait abouti, durant le règne de son père, au traité de paix du 26 avril 1860, rédigé en 16 articles comprenant le versement en 4 échéances de 2 mois d'une indemnité de guerre de 20 000 douros, soit 100 millions de francs or, en contrepartie de l'évacuation de Tétouan et de sa zone. Cette clause dramatique pour le Maroc et sur laquelle les Espagnols se montrèrent intransigeants assécha le trésor public marocain à la première échéance, comme l'explique Daniel Eustache. Un nouvel accord conclut au versement de la moitié de l'indemnité de guerre et à l'installation dans les ports marocains d'agents espagnols pour percevoir directement la moitié des 10% des droits de douane exigés à l'entrée des marchandises, tandis que le fameux emprunt anglais de 500 000 livres sterling avait été par ailleurs engagé, remboursable en 20 ans, garanti par les revenus douaniers. S'ajoutaient à tout cela les privilèges fiscaux et juridictionnels fixés par les puissances européennes en compétition, contribuant à l'aggravation de la crise économique et sociale. Comme si ce n'était pas suffisant, le Maroc a connu une douloureuse période en 1878-79, marquée par la sécheresse, la famine et de terribles épidémies de choléra, de typhus et de fièvre typhoïde. Dès son accession au trône, le sultan Moulay Hassan Ier a affermi son autorité là où avaient éclaté quelques révoltes de population séditieuses face à la pression fiscale, notamment les habitants d'Azmour, les Oulad Yahya, fraction d'Ibn Hassan du Gharb, l'Al-Hamna ou l'Ibn Mter avec leurs alliés au Moyen Atlas. Le premier objectif du sultan restait orienté contre la source principale des désordres, représentée par les velléités d'expansion des Occidentaux, introduits au Maroc par le biais de la finance et de la dette, et qui avaient placé sous leur coupe l'Algérie dès 1830 et la Tunisie en 1881. Durant ce règne, les agents espagnols chargés de percevoir la moitié des droits de douane d'entrée sur les marchandises pour les paiements de l'indemnité de guerre ont enfin quitté le Maroc. C'est aussi durant le règne du sultan Moulay Hassan Ier qu'a eu lieu, le 3 juillet 1880, la conférence de Madrid en présence de représentants marocains et de plénipotentiaires de 12 pays européens, en plus des États-Unis. La convention, adoptée à l'issue de la conférence, renforçait les avantages liés à l'évolution des Européens sur le sol marocain, principalement en matière de protection consulaire et d'acquisition de biens fonciers.
Dans ce contexte où le Maroc avait pris pleinement conscience, depuis la bataille d'Isli, de la supériorité militaire et technologique occidentale, le sultan a procédé à la réorganisation et à la modernisation de l'armée ainsi qu'à la protection des ports dont il a renforcé les défenses. C'est le cas notamment à Tanger au niveau des défenses de l'Aqsba et des forts ou encore à Rabat avec la restauration de l'Aqsba et des bastions. Toujours dans le cadre de ces réformes militaires et administratives, le sultan a envoyé en Europe de jeunes Marocains dans le but de se former dans le domaine militaire et politique. Par ailleurs, il a fondé à Fès une manufacture d'armes, dite Dar Silah, plus communément appelée Dar al-Makina. Autre construction, Dar al-Batha et Dar al-Baïda, formant avec d'autres infrastructures antérieures l'ensemble du palais de Boujloud, reliant les deux parties de la ville, à savoir Fès el-Bali et Fès Jdid. Sans oublier l'Aqsba de Toulel, l'Hajeb de Tiznit, le lotissement du quartier Bouskri à Marrakech, en plus de bien d'autres constructions et de restaurations à travers le royaume. On dit de Moulay Hassan Ier que son trône était dressé sur un cheval. On ne compte pas en effet ses voyages et expéditions dans lesquels il a sillonné le royaume le long de ses 20 ans de règne. Le Haouz, le Moyen Atlas, Taza et Riyata, Oujda, dont il réhabilite la Qsba, lieu d'inhumation du Cheikh Bouhamama, Qsba de Slouane, Qalahia, et Iznasen, province de Tadla, Bab Taza, Chefchaouen, Tanger, Tétouan, Rabat, Salé, Pays Zahir, Ribat de Tit, Adoukala, Azmour, Dar al-Baïda. De là, il a envoyé pendant son séjour en 1876 Mohamed Ben Tahir Zebdi en tant qu'ambassadeur itinérant en Europe. Tout comme il a envoyé en 1877, alors qu'il se trouvait à Fès, Mohamed Ben Abdallah Ben Ahmed comme ambassadeur en Espagne. En 1878, c'était le gouverneur de Safi, Taïbi Ben Hima, qui était reçu en Allemagne par Bismarck. L'année suivante, en vertu d'un daïr sultanien daté du 12 du mois de la Thani 1296 de l'Hégire, le sultan nommait le cher saharien Ma el-Aïnin comme représentant dans le sud marocain. Le Sud était alors en proie aux velléités d'infiltration des Européens, notamment sous forme d'expéditions scientifiques ou commerciales. C'est dans ce contexte que le sultan a effectué son expédition dans le Souss à partir de Marrakech en 1882, passant par Chichaoua, Haha, Agadir, Tiznit, Aiglou, Amzouarou, où il a reçu les Aït Ba'amran, à la tête desquels il a nommé un gouverneur. À la demande des habitants, le sultan Moulay Hassan Ier décide l'ouverture d'un port à Asaka, à la limite des territoires de Aït Ba'amran et d'Etkna, en chargeant des modalités le délégué Mohamed Bargash. En 1886, dans ce contexte de manigance occidentale sur les côtes sahariennes, le sultan prépare une autre expédition dans le sud pour régler l'affaire du marchand Donald Mackenzie qui avait construit un fort à Tarfaya. Pendant qu'il préparait son voyage, le sultan adressait en mai 1886 une note circulaire à tous les représentants des États étrangers à Tanger par le biais de son ministre des Affaires étrangères, Mohamed Belarbi Torres, protestant contre les agissements au Sahara de quelques nations étrangères. L'itinéraire royal passe par Safi, Essaouira, Haha, Chouka, Tiznit, Oulad Jarrar, Aït Ba'amran, Glmim. Une colonne, écrit Eustache, alla chasser les Anglais installés au mouillage de Tarfaya. La factory est ensuite rachetée par Moulay Hassan dans le cadre du traité anglo-marocain stipulant entre autres que, je cite, « Aucune puissance ne pourra émettre des prétentions sur les territoires allant de l'Ouattara au Cap Boujdor et appelé Tarfaya comme il est dit plus haut et à l'intérieur parce que ces territoires appartiennent au Maroc. » Après son importante expédition dans le Rif en 1887, le sultan entame le 28 juin 1893, à la tête de 30 000 hommes, son voyage de Fès au Tafilalet, puis du Tafilalet à Marrakech. Entre autres étapes, il s'arrête à Toumlilt, chez les Aït Marad, où le qaïd chérifien de Timi, dans le Touet, Bouassoun, est arrivé au camp pour saluer le sultan. Ce périple royal auquel l'historienne Amina Aoucha consacre un savoureux ouvrage a plusieurs buts, dont celui de repousser les velléités d'infiltration dans le sud-est depuis l'Algérie française. Enfin, le voyage est aussi, je cite, un pèlerinage au tombeau des ancêtres de la dynastie alaouite, la démarche d'un homme pieux qui s'en remet à Dieu face à la situation tragique que connaît son royaume. Ce sera son ultime voyage. Cet homme décrit comme pragmatique, curieux, fasciné par l'arithmétique, la chronométrie, les techniques, s'est éteint sur le chemin de retour de Marrakech à Fès. Exactement le 3 d'Oul-Hijja 1311, soit le 6 juin 1894, le sultan Moulay Hassan Ier succombait à Dar Ould-Zidouh dans la province de Tadla. Une mort tenue secrète par son puissant chambellan Bahmed jusqu'à l'arrivée du cortège royal à la localité d'El Brouj.